Quand on parle d'Emily Brontë, on parle toujours de son célèbre roman Les Hauts de Hurlevent, à juste titre. On peut clairement dire que ce roman a une célébrité amplement méritée. C'est un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature, à mon sens, et pas uniquement à mon sens. Disons qu'on peut difficilement rester insensible face à ce roman. Alors on peut être mal à l'aise, on peut être horrifié, mais être indifférent, c'est pas possible. Perso, je l'ai lu quand j'étais ado, et ça a vraiment marqué en tournant en fait dans mon parcours de lectrice, parce que j'avais jamais rien lu de tel. On est vraiment dans le romantisme, mais un romantisme noir, à l'anglaise, et assez trash en fait. À tel point que j'étais assez étonnée de me dire que ça avait pu être écrit au 19e siècle par une femme, fille de pasteur, qui vivait à moitié recluse. Alors, je suis pas en train de dire que les femmes ne sont pas capables d'écrire des choses trash, bien évidemment, mais on va dire qu'au 19e siècle, elles ne pouvaient pas tellement se permettre toutes les fantaisies. On va pas se mytho. D'ailleurs, elle a publié le roman sous un pseudonyme masculin, Ellis Bell, pour que ça passe mieux. Dans cette vidéo, je vais aborder ce roman sous l'angle des violences domestiques pour essayer de montrer comment Emily Brontë s'y prend pour mettre en lumière le fait que ces violences domestiques, ces violences conjugales existent au 19e siècle, alors même qu'elles sont censées rester cachées, vraiment confiné dans l'espace privé. J'espère que ça te permettra de découvrir un nouvel aspect de cette œuvre, voire que ça te donnera envie de lire le roman si ce n'est pas déjà fait. Mais avant ça, laisse-moi te parler du sponsor de cette vidéo, qui est d'ailleurs le premier sponsor de cette chaîne YouTube. Il s'agit de l'application BookBeat. BookBeat, c'est une application de livres audio. Je vous en avais déjà parlé sur Instagram et vous aviez été hyper intéressés par le code promo. Oui, bande de rats. Je vous rassure, j'ai encore un code promo. Ça arrive. Patience, patience. L'appli est vraiment simple à prendre en main. Les livres sont classés par catégorie. Donc même si vous ne savez pas tellement quoi lire, il vous suffit d'aller dans les catégories qui vous intéressent, de lire les synopsis des livres qui y sont présentés et de choisir celui qui vous tente. Il y a même un onglet qui s'appelle Inspiration et qui va vous présenter les livres les plus populaires et les mieux notés de l'appli, donc ça peut être aussi pratique quand on n'a pas d'idée. De toute façon, il y a 800 000 livres, donc ça laisse quand même un choix assez vaste. En ce qui me concerne, comme vous pouvez le voir, j'en suis déjà à plus de 30 heures d'écoute, parce que je suis devenue totalement accro à cette appli et que c'est vraiment devenu un automatisme pour moi de rentabiliser le temps passé dans les transports ou à la salle de sport. Alors sur cette appli, j'ai découvert La Tresse de Laetitia Colombani, que je n'avais toujours pas lu, et Les Impatientes de Jaili Amadou Amal. Ça a été vraiment mes deux coups de cœur. Est-ce que j'ai chialé sur mon tapis de course? Oui, très certainement. Heureusement, avec la sueur, ça se voyait pas trop. Bon là je vous entends d'ici, vous attendez le code promo et c'est tout à fait légitime. Vous êtes nombreux et nombreuses à me l'avoir redemandé d'ailleurs en DM. Donc le voici, Athéna60, pour bénéficier de 60 jours d'essai gratuit sur l'application en cliquant sur le lien que je te mets dans la description. Donc 2 mois, ça te laisse quand même vraiment le temps de te familiariser avec l'application et de voir si elle te plaît. Perso, j'en suis hyper satisfaite et je sais que vous aussi parce que vos retours ont vraiment été excellents, donc ça me fait hyper plaisir. Donc merci BookBeat pour cette offre et merci de sponsoriser cette vidéo. Emily Brontë, c'est elle. Jeune femme anglaise du 19e siècle, fille de pasteur, elle vit dans le petit village d'Haworth, dans le Yorkshire, avec son père, son frère et ses sœurs. Dit comme ça semble tout mignon, on pourrait presque penser que c'est une jeune fille très obéissante et toute mignonne. Pas du tout, c'est une grosse misanthrope, elle déteste les humains, elle n'aime que les animaux. D'ailleurs, à l'époque où elle était enseignante, elle avait dit à ses élèves « Je vous aime pas, je préfère le chien de la pension ». Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Et dans son célèbre roman Les Hauts de Hurlevent, Wuthering Heights, les animaux sont omniprésents. Alors que ce soit parce que il y a des animaux présents dans le roman, que ce soit parce que les humains, les personnages sont comparés à des animaux, ou que ce soit parce qu'elle utilise des expressions animalières qui sont vraiment nombreuses en fait dans la langue anglaise, beaucoup plus qu'en français. Et il faut dire que le roman est assez propice à la présence de l'animal, puisqu'on est en fait dans une intrigue qui se situe dans un microcosme duquel on ne sort jamais. Il y a la ferme d'Hurlevent, Wuthering Heights, puis la maison en contrebas qui s'appelle Thrushcross Grange, dur à prononcer, et entre les deux, la lande, autrement dit un espace naturel. De quoi ça parle? Je t'explique très vite. Monsieur Earnshaw habite à la ferme d'Hurlevent avec ses 2 enfants, Catherine et son frère Hindley. Un jour, le père rentre de Liverpool avec un gosse. C'est Heathcliff, voilà. On sait pas trop d'où il sort, mais il le ramène. Alors on sait juste qu'il a la peau foncée. Il est décrit comme étant a dark-skinned gypsy, donc un gitan à la peau foncée. Ses origines sont un peu troubles. C'est jamais dit explicitement, mais en tout cas, il incarne cette figure de l'étranger. Il va très bien s'entendre avec Catherine, ils vont être très complices, très proches, et ils vont passer leur temps à vagabonder dans la lande, couverts de boue, à passer leur temps en fait dans la nature. Mais un jour, alors qu'ils sont encore une fois dehors en train de faire la course,
courses, ils arrivent devant chez leurs voisins de la maison du bas, les Linton. Et là, ils se mettent à espionner et par la fenêtre, ils voient les enfants Linton, donc Edgar et Isabella, qui sont eux confinés à l'intérieur. C'est vraiment deux mondes très très différents. Ils voient deux enfants tout beaux, tout propres et ils les voient en train d'écarteler un chiot pour se disputer sa possession. À ce moment-là, il y a un autre chien à l'extérieur qui les capte et qui attrape Catherine par la cheville et qui la blesse. Le temps de sa convalescence, Catherine va rester sur place pendant 5 semaines chez les Linton. Et quand elle va revenir à Hurlevent, elle va être toute coquette sur un beau cheval, petite meuf bien soin et tout, totalement différente de ce qu'elle était avant la petite crasseuse dans la boue avec Heathcliff. Donc elle revient et vlatit pas qu'elle veut épouser ce tocard d'Edgar. Alors elle aime Heathcliff, hein, mais elle veut les paillettes. Clairement, Catherine, elle veut les paillettes. Elle dit d'ailleurs qu'Heathcliff est un peu trop crade. Elle était pareille avant, hein, mais ça lui fait plus trop envie. Donc évidemment, Heathcliff, il chope un seum intergalactique. Il est en mode « Ah ouais, ok, donc elle veut épouser ce clown parce qu'il va lui offrir des bijoux et des robes. Ok, super, nick. » Et il va se mettre à préméditer une vengeance de l'espace qui va lui prendre des années, mais il a le temps. T'inquiète. Et il va commencer par s'en prendre à Isabella, bien sûr. Pour se venger d'Edgar, quoi de mieux que s'attaquer à sa sœur? Donc il va épouser Isabella dans le but de lui faire vivre un enfer, et dans un second temps, il s'attaquera à l'enfant d'Edgar et Catherine. Donc ce sera une vengeance vraiment bien sombre, bien trash, bien violente. Ça c'est l'intrigue. Et moi ce qui m'intéresse, c'est la thématique des violences domestiques dans ce roman. Et la façon dont s'y prend l'autrice au 19e siècle pour les mettre en lumière, alors même que vaut mieux éviter de parler de ces choses-là. Au 19e siècle, les violences conjugales en Angleterre sont très fréquentes, comme en témoignent de nombreux articles dans les journaux. C'est une violence qui est vraiment inscrite dans les mœurs. Il y a même un proverbe à l'époque qui est A spaniel, a woman and a walnut tree, the more they are beaten, the better they be. Autrement dit, un épagnol, une femme, un noyer, l'arbre, plus ils sont battus, meilleurs ils sont. À quoi allons-nous pouvoir comparer la femme aujourd'hui? Un chien? Un arbre? Les deux! Alors en revanche, dans la seconde moitié du 19e siècle, il va y avoir un petit peu plus de mesures qui vont être prises contre les violences conjugales. Il y a notamment un texte important qui s'appelle le Report to the Secretary of State for the Home Department of the State of the Law Relating to Brutal Assaults. C'est long, qui date de 1875, et dans ce texte, les membres du Parlement considèrent qu'il faut punir plus lourdement les auteurs de violences conjugales. D'ailleurs, il y a le Wife Beaters Act en 1882 qui autorise la flagellation publique pour les auteurs de violences conjugales. La cause féminine est donc davantage prise en considération dans la deuxième moitié du siècle, de même que la cause animale. C'est vraiment deux causes qui vont évoluer de façon conjointe, et ça va avoir une importance dans le traitement que va en faire Emily Brontë dans son roman. Mettre directement en scène des femmes battues, ça aurait posé problème. Ça aurait été jugé trop choquant à l'époque. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va transférer cette violence du corps de la femme au corps de l'animal. Les animaux dans le roman vont permettre de représenter les femmes et les injustices qu'elles subissent dans cette société patriarcale. Tout d'abord, au chapitre 10, il y a une altercation entre Catherine et Isabella. Il se trouve qu'Isabella s'est amourachée d'Heathcliff, elle souhaite partir avec lui. Catherine, qui le connaît bien, essaye de l'en dissuader, elle veut lui expliquer que c'est un homme dangereux. Selon elle, donner Isabella à Heathcliff reviendrait à mettre le petit canari que voilà dans ce parc un jour d'hiver. Le fait qu'elle dise que voilà, ça nous dit bien que le canari est présent dans le salon. Donc on suppose qu'il y a bien un oiseau en cage dans la pièce. Et ça c'est intéressant. D'ailleurs dans le film d'Andrea Arnold, il y a un plan d'environ 5 secondes, donc assez long, sur l'oiseau dans sa cage. Et cet oiseau en cage, c'est une façon de représenter Catherine une fois mariée à Edgar Linton et une fois qu'elle habite à Thrushcross Grange. En effet, elle dira un peu plus tard dans le roman « Ce qui me fait le plus souffrir, c'est cette prison après tout. Je suis lasse d'y être enfermée. » Elle qui était une enfant, une adolescente libre, qui passait son temps dehors à courir, à sauter dans la boue, une fois mariée, elle est enfermée dans ce lieu clos, à l'image du canari qui est au départ un oiseau, donc un symbole de liberté, qui se retrouve enfermé dans une cage. Donc elle a été domestiquée par la vie d'épouse, tout comme le canari a été domestiqué par l'homme. Donc même si elle ne reçoit pas de coups de la part d'Edgar, être enfermée et être soumise à cette vie d'épouse, cette vie domestique de l'enfermement, c'est déjà une violence. Le deuxième exemple, qui est plus explicite parce que là il mentionne une violence avérée, une violence physique, c'est le cas de Fanny, la petite chienne épagnole d'Isabella. Une fois qu'Heathcliff s'enfuit avec Isabella, juste avant de le faire, il pend sa petite chienne épagnole avec un mouchoir. Voilà, il la pend. Et cet animal peut à la fois représenter la famille Linton tout entière ou bien
Isabella toute seule, comme l'explique Maureen B. Adams dans son article qui s'intitule Emily Bronte and Dogs, Transformation Within the Human-Dog Bond. Je vous mets toutes les références dans la description. Fanny est un épagnol. Déjà, cette race de chien, c'est pas quelque chose de neutre. C'est une race de chien qui est associée à des classes plutôt riches. C'est une race de chien qui était méprisée à l'époque par les classes pauvres parce que associée justement à la richesse. Tout comme aujourd'hui, par exemple, on associe les caniches à des chiens de grand-mère. Voilà, il y a des associations qui se font. Donc l'épagnol, déjà, incarne cette classe sociale plus élevée. Autrement dit, il peut ici représenter les Linton qui ont réussi à appâter Catherine avec l'ostentation de leur richesse. Donc quand Heathcliff pend cette chienne, c'est peut-être une façon de montrer qu'il s'en prend à cette famille et à cette classe sociale qui a réussi à pervertir sa bien-aimée. Mais Fanny peut également être vue uniquement comme le double d'Isabella, autrement dit de la femme d'Heathcliff, la sœur d'Edgar. Et donc le fait de pendre la chienne, ça peut être une façon d'annoncer toutes les violences qu'il va faire subir à Isabella par la suite. Exemple, la scène où il lui lance un couteau dessus. Ça peut nous montrer que la pendaison de la chienne n'est qu'un avant-goût de ce qui l'attend. De plus, et ça c'est intéressant, là on se plonge vraiment dans la micro-lecture du texte, quand la domestique trouve la petite chienne pendue, le texte dit, en version originale, qu'elle est pendue à, je cite, « a bridle hook driven into the wall ». Autrement dit, elle est pendue à un crochet qui est dans le mur. « A bridle hook », qui signifie en fait un crochet de bride. Alors c'est assez spécifique comme type de vocabulaire, c'est un crochet en fait utilisé pour attacher les chevaux. Donc quand on traduit en français, crochet de bride, crochet pour attacher les chevaux, rien d'intéressant. Mais en anglais, bridle, ça se prononce exactement de la même manière que bridal, qui signifie relatif à l'épouse, à la femme mariée, bride. Donc très filou ce jeu d'homophonie qui nous permet de faire un parallèle entre le mariage et la servitude. Alors la traduction la plus célèbre du roman de Frédéric Delbecq ne rend pas compte de ce jeu d'homophonie puisqu'il dit un crochet d'attache est fixé dans le mur. Ça tombe un peu à plat. Mais j'ai voulu aller voir dans d'autres traductions s'il n'y avait pas quelque chose de plus intéressant, et il se trouve que j'ai trouvé, dans la traduction de Silver Monod, je sais pas si on prononce le D à la fin, quelque chose d'assez intéressant, puisque lui, il traduit par un anneau scellé dans le mur pour attacher les chevaux. Donc le fait d'utiliser le mot anneau plutôt que crochet pour bridal hook permet de faire ce lien avec l'anneau du mariage, et donc d'établir le même parallèle que celui qu'on trouve dans la langue originale. En plus, le verbe sceller permet d'insister aussi sur le caractère inaliénable et définitif du mariage pour bien montrer voilà, qu'ils sont mariés pour le meilleur et en l'occurrence surtout pour le pire. Donc cette traduction est vraiment hyper intéressante et ça fait partie des petites pépites, des petites découvertes qu'on peut faire en traductologie et je me souviens que j'avais eu une sorte d'épiphanie quand j'avais trouvé cette traduction. On comprend donc que le mariage est associé à la maltraitance. Mais il se trouve que Fanny est la victime d'un autre homme, Edgar, le frère d'Isabella. Souvenez-vous, je vous parlais de la scène où les deux enfants se disputent pour posséder ce chien, ce chiot. Or, il se trouve que c'est bien le chiot d'Isabella, mais Edgar veut s'approprier, veut s'accaparer un être qu'il ne possède pas. Donc il souhaite posséder Fanny, tout comme il souhaitera posséder sa sœur quand il voudra l'empêcher d'épouser Heathcliff. Isabella est donc la femme qui est torturée, que ce soit par son amant haineux ou par son frère possessif. Elle est toujours soumise à une domination masculine qui a l'ascendant sur elle et à qui elle doit fidélité et obéissance. Et c'est bien l'épagnol qui permet de cristalliser cette double domination. Donc on voit comment Emily Brontë parvient à parler d'un sujet tabou, d'un sujet qui doit rester caché en transférant la violence du corps de la femme au corps de l'animal, plus acceptable. Bon après, Isabella va quand même être violentée physiquement dans le roman, mais ce sera très peu montré finalement. La violence domestique, elle s'exerce surtout sur les animaux, et l'autrice va redoubler de stratégie pour essayer de nous faire comprendre que c'est bien du corps de la femme dont elle veut réellement nous parler. Je trouve le sujet passionnant, j'avais d'ailleurs fait mon mémoire de recherche en master sur le sujet, sur la thématique de l'animal dans ce roman. Si tu veux d'ailleurs que je fasse une vidéo sur la vie d'Emily Brontë, dis-le moi dans les commentaires et je pourrais te le faire. J'espère que le sujet t'aura passionné autant que moi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.